bienvenue dans cette édition de Live Campagne. Donc on est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour finalement essayer de visiter un petit peu par moyen interposé nos essais et puis faire profiter des premiers résultats. Donc évidemment, compte tenu du contexte sanitaire, on a été contraints et on a été au regret d'annuler nos visites et nos circuits verts qui étaient prévus comme chaque année pour accueillir à la fois les producteurs et les techniciens de la région. Mais malgré tout, on a souhaité quand même conserver un rendez-vous et donc on vous propose 3 sessions interactives auxquelles on va essayer de répondre à vos questions et présenter les premiers résultats. Donc je vais pour cette matinée vous présenter un petit peu l'état de la plaine, hein, ce qu'on peut en dire à l'heure actuelle, en sachant que tout n'est pas fini, mais on arrive quand même au bout. Revenir évidemment un petit peu sur le contexte climatique qui va être un élément explicatif important de ce qui est en train de se passer. Et puis on en profitera pour faire un petit détour dans nos essais maladies, donc très rapide à partir de quelques photos pour vous faire profiter quand même de notre plateforme, puisqu'on avait malgré tout de belles choses à voir malgré le contexte de manque de pluie. On va y revenir tout au long de la campagne. Donc je reviens, je ne vais pas tout refaire, hein, mais c'est important quand même de se remettre en tête les éléments clés d'explication de là où on en est. Donc évidemment, l'automne et l'hiver, on s'en souvient, ont été extrêmement pluvieux. Donc il y a eu déjà le cumul de pluie très important, mais c'est aussi le nombre de jours très important de pluie. Donc on vous avait déjà évoqué toutes les complications autour des implantations, du retard des dates de semis. La conséquence qu'on voit aujourd'hui est quand même importante, hein, c'est-à-dire que tous les problèmes de structure, d'enracinement, d'implantation très difficiles, on les retrouve extrémisés aujourd'hui au printemps. Donc on a commencé la campagne avec à peu près des secteurs comme on voit là dans les Flandres, bordure maritime, énormément d'eau et donc des implantations qui n'ont pu se faire que novembre voire décembre. Alors que d'autres secteurs ont pu implanter plus facilement fin octobre 2025. Donc dès les semis, on avait déjà une forte hétérogénéité. C'est un petit peu le fin mot de cette campagne, ça va être très éclaté, on pense, de ce fait. Donc beaucoup de pluie, mais en même temps beaucoup de douceur. Donc ça, voilà, on a eu pas mal de ravageurs aussi à l'automne, donc la présence de pucerons, pas fortement en forte quantité, mais par contre qui ont été présents longtemps, hein, novembre, décembre, et vraisemblablement porteurs de virose, puisqu'on a pas mal de signalements de symptômes de JNO actuellement. Anne-Sophie reviendra dans la séquence désherbage pour ceux qui vont y participer, mais de ce fait, beaucoup de pluie et donc très peu de créneaux pour les désherbages d'automne. Donc ça a compliqué un petit peu la gestion des infestations en plaine. Donc voilà, des semis déjà très hétérogènes et la sortie d'hiver a également été très éclatée. On a eu beaucoup d'à-coups climatiques. On est passé, donc là je reprends un petit graphe qu'on vous avait déjà montré sur la période début février à mi-mars, avec toujours beaucoup de pluie, très peu de créneaux d'intervention, que ce soit pour les désherbages sortis d'hiver, mais également sur les applications des premières fertilisations. Et puis d'un coup, ça a basculé au 12 mars. On a viré sur un climat très sec qui a perduré tout au long du printemps. Avec un vent également d'est très séchant et donc vraiment à couper au couteau ces 2 périodes. Donc ça a également continué, on va dire, à éclater les parcelles avec des semis qui finalement ont bien résisté, hein. Donc là, vous avez 2 illustrations, donc sorties d'hiver à peu près au stade épi 1 centimètre, d'une parcelle à droite où on a pu semer, donc ça c'est notre plateforme d'essai, hein, Chevignon, dans le secteur à Dury, hein, on est dans l'Aisne, semis du 30 octobre. On avait une belle reprise de végétation, les stades épi 1 centimètre étaient en avance, on y était quasiment au 15 mars, et les peuplements, on était sur des nombres de tiges moyens, mais pas du tout pénalisants. Donc c'est vrai que l'année, on a eu un talage compliqué du fait des cumuls d'eau importants, donc on est plutôt sur la moyenne, voire moyenne basse, mais dans ces situations, c'était plutôt très correct. Alors que dès la sortie d'hiver, là où on a eu des problèmes d'hydromorphie, d'excès d'eau, des semis très tardifs, donc là j'ai pris nos suivis physiologiques qu'on réalise dans les Flandres au 25 novembre,
sur un semis du 25 novembre, là, on avait des parcelles qui ont souffert énormément, qui ont été replaquées, des problèmes de structure visibles. Et dès ce stade, eh bien, on voyait quand même des complications avec certainement des mauvais enracinements et déjà des nombres de tiges mètres carrés qui présagent en fait du peuplement épi potentiel déjà impacté dès ce stade. Donc voilà pour un petit peu la présentation du contexte de l'année. Maintenant, on bascule sur ce qui s'est passé au printemps. Donc là, vous voyez le cartouche bleu, c'est toute une séquence de sec qui a perduré quasiment donc, du 15 mars de épi à centimètre jusqu'à maintenant, avec quelques petits passages pluvieux, on y reviendra. Donc ça a été sec du 15 mars au 15 avril quasiment. Donc on a eu beaucoup de craintes, hein. On était sur des trajectoires de printemps très secs. Heureusement, on a eu malgré tout quelques petits passages pluvieux, donc en particulier celui-là, fin avril, avec 4-5 jours de pluie quasiment généralisée sur la région, qui a permis à un stade clé, donc on arrivait à la sortie de la dernière feuille méiose, donc juste avant la floraison, d'au moins alimenter un tout petit peu les cultures à ce moment-là. Et puis un petit peu d'orage au 10 mai qui là aussi ont été positifs. Donc les cultures sorties d'hiver, je l'ai dit, ont été très éclatées et là à ce moment-là, elles ont subi quand même pas mal d'à-coups climatiques. Il a gelé autour voilà pendant la montaison, donc rien de bien grave, mais les cultures ont souffert, hein, elles ont été stressées. Il y a eu des applications de régulateurs faits à ces moments-là qui n'étaient pas forcément non plus prioritaires, hein, puisque le risque vert c'était quand même très faible cette année. Mais avec des associations qui ont pu marquer les cultures, avec des désherbages sortis d'hiver qui ont été faits aussi tardivement, donc beaucoup de phytotoxicité, des jaunissements dans les parcelles. Mais finalement, ça s'est bien retapé par la suite dans les bonnes parcelles. Et puis début avril, là, on a changé également au niveau des températures. Là, on est repassé, donc beaucoup d'amplitude thermique à ce moment-là. Donc, on est passé sur une séquence très chaude. Là, c'était, si on s'en souvient, pendant le confinement, hein, donc grand soleil, très chaud et très sec en même temps. Donc, si je reviens sur ces petits passages de pluie, parce qu'ils ont été assez généralisés sur la région, mais avec quand même des différences. Donc le premier, c'est un épisode orageux, on s'en souvient, 17-18 avril, qui a parfois amené des orages violents, de grêle, qui étaient assez généralisés sur la région, donc 10 à 35 mm partout, mais avec des coins où ça a été un petit peu plus important, autour d'Amiens, avec ce passage, ce couloir orageux. Donc là, positif hein, pour les cultures qui étaient à 1-2 nœuds, donc c'était très bénéfique. Et puis, comme je l'ai dit, c'est surtout cet épisode de voilà une petite semaine de pluie fin avril, début mai, juste avant le stade méiose, alors qu'on était vraiment en train de creuser le déficit hydrique, où on s'inquiétait fortement du potentiel de rendement à ce moment-là. Et là, ça a été, vous voyez, positif. Bordure maritime, on est monté sur des cumuls 50-80 mm. Mais vous voyez, c'est quand même pas partout, hein. Le sud de l'Aisne, il y a eu beaucoup moins. Et puis également tout au nord, là, le secteur de Dunkerque, avec également seulement 25 mm de pluie. Donc cette séquence climatique a été très compliquée pour gérer les apports de fertilisation azotée. On en a beaucoup parlé au cours du printemps. Donc si on se souvient, on avait quand même des doses bilan assez élevées hein, à répartir sur les parcelles. On a eu un début compliqué parce que les apportalages étaient certainement nécessaires hein, vu les semis tardifs et les mauvais enracinements, mais on a eu du mal à passer puisqu'il y avait très peu de créneaux quasiment jusqu'à la mi-mars. Donc il y a eu beaucoup de regroupements, de reports sur des interventions parfois anticipées sur le mois de mars, mais qui, pour certaines, se sont retrouvées quand même en mauvaises conditions puisque, comme je vous l'ai montré, arrivé sur le mois de fin mars-avril, on n'a plus eu d'eau ou vraiment très, très peu. Le vent également séchant a été défavorable à la bonne efficience ou la bonne valorisation de l'azote à cette période. Hein. On a souvent dans la région effectivement cette petite période compliquée à gérer. Donc on n'a pas encore les résultats de suivi d'essai, hein, mais on s'attend quand même à des pertes par volatilisation importants, des retards potentiellement d'absorption. Donc on a vu les parcelles jaunir hein, avec des carences induites. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que malgré ces conditions très défavorables, on va dire, la plante absorbe quand même un petit peu. L'absorption est ralentie, mais n'est pas complètement nulle. Et puis, comme je l'ai dit, ça a été compliqué du coup ce contexte pour l'utilisation des outils d'aide à la décision hein, dans l'ensemble. Mais il y avait
un intérêt quand même réel puisque justement à capter cette forte variabilité. Puisque certaines situations, on avait un potentiel important, on avait potentiellement des carences induites, mais un intérêt justement à diagnostiquer la culture à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'il y avait tout un jeu quand même d'interprétation pour essayer de savoir quand les apports ont été réalisés, est-ce qu'ils ont été bien valorisés ou pas, et comment j'interprète les conseils, hein, puisque globalement les déclenchements étaient élevés, hein, donc par rapport au contexte de l'année. Voilà, mais ils étaient justifiés, hein, puisque à la mi-mai, heureusement, on a eu quelques pluies qui ont permis justement de bien valoriser ces derniers apports réalisés à dernière feuille, et donc certainement un intérêt du fractionnement pour avoir le plus de souplesse possible dans les applications de fertilisation. Donc après le passage pluvieux du 10 mai, on est reparti sur une période de sec en mai. Donc là, c'est aussi une carte intéressante à avoir en tête. Donc sur le créneau du 1er mai, 26 mai, on a eu une inversion en fait des cumuls de pluie avec le secteur sud de la région qui a été beaucoup plus arrosé. Donc je pense à la Champagne ou la Seine-et-Marne, hein, il a plu des orages importants qui ont été très bénéfiques puisque les déficits hydriques courant montaison étaient assez importants justement en Champagne. Ils ont eu un petit peu moins d'eau que nous. Et inversement, plus vous remontiez vers le nord, vous voyez que la Picardie, c'était seulement 20, 25, 30 millimètres qui est tombé sur cette période. Et par contre, le Nord-Pas-de-Calais, ça suit quasiment la frontière, a eu très très peu de pluie à cette période. Donc on était très déficitaire par rapport à la médiane, mais heureusement, comme je l'ai dit, les petits à-coups climatiques ont quand même permis aux cultures de se retaper à ce moment-là, avant le stade floraison. Donc ça aussi, c'est des chiffres intéressants à avoir en tête. Donc on avait beaucoup d'inquiétudes jusqu'à dernière feuille et les pluies ont été très positives dans nos régions où majoritairement on a quand même des sols profonds, et on le voit ici sur ces mesures. Donc on suit habituellement une quinzaine de parcelles, donc c'est vrai que c'est majoritairement des bonnes terres, mais on voit ici que la croissance a été forte entre dernière feuille et floraison. Donc là vous avez un graphique pluriannuel, vous avez l'année 2020 ici, vous avez en bleu la biomasse mesurée à dernière feuille, donc qui était moyenne voire faible, hein, enfin voilà, intermédiaire on va dire. Et puis vous chiffrez la croissance jusqu'à floraison et on voit qu'on a quand même une belle progression. Malgré les blés assez courts visuellement, on a des biomasses mesurées assez satisfaisantes. Alors en tout cas dans les très bonnes terres, donc les bons limons, hein, je pense à notre plateforme, on est jusqu'à des 16 tonnes de matière sèche mesurée. Par contre, là, je reviens toujours à cette forte hétérogénéité. On a, à contrario, des situations déjà très pénalisées où on est à peine à 10 tonnes, donc ce qui est très faible, en sol superficiel, qui ont encaissé vraiment le déficit hydrique fort cette année. Voilà, donc c'est un petit peu, je pense, le premier facteur explicatif du profil de l'année, c'est vraiment le déficit hydrique subi tout au long de la montaison et donc en lien avec le type de sol et les pluies selon les secteurs. Donc en haut à gauche, vous avez la simulation d'un déficit hydrique en sol profond, donc sol argileux, d'une réserve de 220 mm, et en bas à droite, une simulation de ce déficit en cranette séchante avec une réserve beaucoup plus petite. Alors je vais essayer de décoder un petit peu ce graphique parce qu'il peut être un peu compliqué, mais il est très intéressant à suivre. Donc là, vous avez les stades, hein, ce sont les barres vertes. On place la période de forte sensibilité d'un blé entre dernière feuille pointante et floraison, ce qui explique que la zone est un peu rouge, enfin même passé floraison, hein, jusqu'à grain laiteux. La floraison est là. Et vous avez en bleu la trajectoire de déficit hydrique, donc qui plonge quand la culture pioche dans les réserves. La courbe rouge ici, c'est la réserve facilement utilisable par la culture. Et on voit ici, lorsque la courbe croise, on va rentrer en déficit hydrique. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'être le plus petit possible dans cette zone et d'arriver, forcément, on y arrive, on creuse le déficit en fin de cycle, mais d'arriver le plus tard possible et de manière le moins intense possible. Donc vous voyez que les courbes enveloppes, là, tout en rouge, qui retracent le stress hydrique, sont pas du tout pareilles entre un limon argileux et une cranette séchante. Donc à gauche, pour nous, vous voyez qu'on est rentré quand même assez tôt en déficit hydrique, mais les petites pluies, comme je vous l'ai montré juste après dernière feuille, ont permis finalement d'avoir un déficit relativement modéré.
qui a permis d'être très, très petit jusqu'à, on va dire, à épiaison, et donc de limiter la casse dans les bonnes terres. Donc pour nous, on est sur quelque chose où on a vraiment peu de pénalités, donc certainement on aura quand même quelques régressions de tiges, mais ça restera modéré. En revanche, sur les sols superficiels, là, on est rentré très tôt en déficit hydrique. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'un déficit hydrique sur des stades précoces à 1-2 nœuds ne sont pas forcément préjudiciables si on a derrière un rattrapage et une compensation. Mais ce qui était compliqué cette année, c'est qu'on partait déjà sur une situation avec peu de peuplement. Comme je vous l'ai montré, on avait des semis tardifs, replaqués, et c'était un petit peu double peine parce que c'est souvent dans ces terres-là où ça a pu être compliqué. Donc voilà, il y a eu des petits à-coups, mais malgré tout, le stress hydrique a été important et prolongé dans ces sols, à l'image de ce qu'on a pu avoir sur certaines autres années, je pense à 2011 ou 2017, où les stress hydriques ont été également forts. Voilà, donc la résultante de tout ça, c'est qu'on a une montée à épi contrastée sur la région, en fonction évidemment de l'état hydrique de chaque parcelle. Et là, vous avez nos premières mesures. Donc, bon, les chiffres seront évidemment provisoires, vont être évalués avec l'ensemble de nos notations. En moyenne, l'année 2020, pour l'instant, tout mélangé, on est sur quelque chose autour de la moyenne basse, on va dire. On est à 50, 100 épis mètre carré de moins que d'habitude, mais c'est très éclaté. Donc, ça va de 400 voire moins dans les situations les plus pénalisées, donc les petites terres, je n'y reviens pas, à des peuplements tout à fait satisfaisants. On y reviendra dans la présentation des variétés demain. Sur notre plateforme, on a très fréquemment des 650, 700 épis mètre carré selon les variétés. Voilà, donc on en arrive un petit peu à tout ce qui s'est passé de négatif, qui était concentré sur le début de campagne. Et on a quand même d'autres facteurs très positifs cette année, et je pense en particulier au fort rayonnement tout au long du printemps. Donc c'est à noter. Là, vous avez les cumuls sur le mois de mars, avril et mai. Et vous voyez que on est sur quasiment le record. Voilà, donc c'est à noter. Donc en parallèle, si on se souvient, il y avait beaucoup de rayonnement, beaucoup d'ensoleillement, mais aussi pas mal d'évapotranspiration, puisque on était sur un manque aussi d'eau et aussi des températures très élevées. Ça reste malgré tout des indicateurs climatiques qu'on estime très favorables, en particulier pour la fertilité des grains. Alors à condition d'être évidemment sur une situation pas trop pénalisée par rapport à un fort déficit hydrique, mais pour le reste, si on place cet indicateur climatique, on voit que on est plutôt sur le haut du panier. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le coefficient photothermique. Donc c'est le rapport en fait des températures sur le rayonnement, qui est quelque part la notion de moteur de croissance de la plante, entre le stade de nœud et floraison, et c'est à ce moment-là où se joue le potentiel de fertilité. Et donc c'est un indicateur, on va dire, assez bien corrélé à la composante de rendement fertilité des grains. Alors ça ne marche pas à tous les coups, puisqu'il peut se passer autre chose, mais en général, voilà, on a quand même des choses qui se suivent. Et vous avez les isocourbes. Donc ici, plus on est sur le bas du panier, et plus on va avoir des coefficients photothermiques plutôt faibles. Voilà, donc on retrouve 2001, 2016, on se souvient de ces années-là. Et effectivement, les fertilités étaient un peu affectées. Et puis, si on est sur ces courbes-là plutôt en haut du panier, on a plutôt des bonnes conditions climatiques, et on retrouve l'année dernière, 2019, où on a eu des bonnes fertilités, 2017 également, puisque on a eu aussi des bonnes conditions climatiques. Et vous voyez que 2020 sort du lot parce qu'on est vraiment sur une isocourbe très favorable. Voilà, donc on s'attend à quand même des bonnes conditions autour de la fertilité des épis, et ça va être d'autant plus vrai que on a un nombre assez limitant au niveau du peuplement, et donc on a potentiellement aussi des compensations importantes qui peuvent se faire dans les parcelles dans ce cas-là. Un autre élément important à avoir en tête sur le profil de l'année, c'est qu'on est aussi sur une extrême précocité. Alors je l'avais dit, sortie d'hiver, on était en avance, beaucoup de douceur, donc on a eu des stades épis 1 centimètre assez tôt. Et puis l'accélération avec les fortes températures tout au long du mois de mai a fait que ça s'est maintenu, voire accéléré sur les stades épiaison. Et vous voyez ici,
2020 se place quasiment sur une des années les plus précoces si on regarde ces 2 indicateurs, date épi 1 centimètre et date épiaison. Donc de mémoire, hein, il y a voilà, des épiaisons à partir du 5-10 mai, c'est quand même assez peu courant et ça a été assez généralisé sur la région. Autre facteur positif, c'est ce manque d'eau a aussi été finalement défavorable à la pression maladie qui a été modérée et plutôt tardive cette année. Et ça, ce sont les années sèches, des années où lorsque la nuisibilité est basse, ça permet quand même un bon fonctionnement de la plante jusqu'à la fin, puisque les feuilles restent saines jusqu'à la fin et permettent de prolonger la fin de cycle et le remplissage et d'éviter de cramer très rapidement. Donc si je fais très rapidement un petit résumé de ce qui s'est passé, la septo, très peu d'eau au début, donc une montaison finalement tardive de la maladie. On a eu des déclenchements qui ont pu être faits assez fréquemment autour de seulement la dernière feuille étalée, donc pour ceux qui utilisent les outils d'aide à la décision. Au plus tôt, ça pouvait être dernière feuille pointante pour les parcelles avec les petites pluies de fin avril qui ont déclenché à ce moment-là. Et puis sinon, on pouvait attendre le 5-10 mai sur certaines situations. La rouille jaune, on a eu peu de symptômes très précoces, hein, pas de foyer actif très tôt. Elle est apparue, pardon, elle est apparue en foyer seulement, on va dire, autour de la mi-mai sur variétés sensibles. Donc voilà, à ce moment-là, elle a été quand même surveillée, mais c'est vrai que naturellement, avec les applications de dernières feuilles, elle a souvent été bien maîtrisée et puis, le climat a été finalement assez moins favorable avec le retour de températures chaudes fin mai qui finalement a évité des explosions, importantes de la maladie. Rouille brune, quelques signalements, mais pareil, pas d'explosion en fin de cycle. On l'a vu, hein, mais assez tamponné. Et puis la fusariose, climat très sec à floraison, donc on a un risque plutôt faible cette année. Donc je reviens à noter sur les symptômes assez fréquents sur feuilles, donc on les a vus tôt avec un petit peu de jaunissement, de la phytotoxicité. Mais on a eu aussi en fin de cycle l'apparition de JNO, donc pas forcément en foyer, mais pas mal de petites feuilles touchées ici, des jaunissements ponctuels qui montrent qu'on pense qu'on a quand même pas mal de petits symptômes présents. Alors sur blé, mais aussi on en a vu sur orge et voire orge de printemps. Et puis des grillures aussi, donc qui montrent que les cultures ont pu être stressées avec les à-coups climatiques en fin de cycle. Bon, je ne détaille pas, mais sur les ravageurs, ça a été aussi assez calme. Donc les pucerons ont été présents sur feuilles. Donc c'est quand même un printemps où on en a vu sur toutes les cultures. Mais en tout cas, sur blé, il n'y a pas eu d'explosion sur épines, donc mais on a surveillé ça quand même de très près. Donc voilà sur un petit peu l'état des cultures actuellement. Et là, je fais un petit détour du côté de nos essais maladies pour faire une sélection de quelques modalités. Donc on n'aura évidemment pas le temps de tout détailler. Mais c'est le moment de vous présenter un peu nos travaux. Donc je vais prendre quelques exemples, mais je vais pas tout revenir. Donc on a 2 essais importants sur la gestion de la résistance septoriose, donc l'essai Euro 8. Donc on présente à chaque fois les résultats complets à notre réunion technique de fin d'année qui aura lieu le 17 novembre. Hein, vous pouvez déjà noter la date à Amiens. Donc on aura les résultats définitifs. Donc là, c'est vraiment du provisoire pour vous donner un aperçu du travail qui a été fait, des observations et des toutes premières notations qui restent évidemment à consolider. Donc suivi des principaux SDHI. On a évidemment l'essai performance. Donc si certains partenaires autour des écrans participent, vous connaissez bien le principe. Hein, c'est suivi des populations de septoriose selon différents programmes. Et puis combinaison des leviers, donc c'est là où je vais piocher quelques modalités pour vous illustrer ça. Donc on essaye de croiser sensibilité variétale, donc une variété sensible, RAGT Sacramento, une variété peu sensible, LG Absalon, semée à 2 dates, donc l'impact de la date de semis, 29 octobre, 30 novembre. Et puis différentes dates de déclenchement, donc le programme, on va dire, de base, sécuritaire, 3 passages, 2 nœuds, dernière feuille, floraison. L'impasse du T1, l'impact du T3 et puis toutes les différentes dates de déclenchement des outils.
et évidemment le test des différentes solutions chimiques proposées aujourd'hui avec des effets doses, des innovations et même des produits de biocontrôle qui sont testés. Le profil de cette année, pour vous rappeler, donc à Dury, on était sur notre plateforme très en avance, hein, malgré un SMI tardif du 29 octobre. Donc notre RAGT Sacramento, sur lequel on réalise les essais maladies, était déjà au stade 2 nœuds au 10 avril. Donc voilà, première couverture au 10 avril. La couverture à dernière feuille étalée s'est faite le 27 avril et le passage à floraison au 20 mai. Donc on était quand même en avance sur la plateforme. Je reviendrai tout à l'heure sur les dates de déclenchement qui ont pu être décalées par la suite. Illustré avec quelques photos sur le premier levier, hein, finalement la protection maladie passe avant tout par le choix variétal, hein, on le répète chaque année, mais ça se vérifie même dans ce contexte d'assez faible pression. Hein. Ici vous avez une photo du 11 juin, à gauche Sacramento, donc noté 5,5 septo, donc sensible, à droite LG Absalon, noté 7,5. On commençait déjà à voir des choses, hein. Vous voyez ici, la F1 était saine dans les deux cas, mais la F2 commençait à être touchée, 19% de maladie, quantité de maladie, et puis un petit peu plus sur la F3, alors que le LG Absalon était quasiment indemne à cette date-là. Évidemment, ça a évolué, hein, donc une photo très récente, là, du 23 juin, on ne pouvait plus noter la F3, donc c'est naissance, hein, et puis aussi un effet précocité, donc là, vous voyez la F2, est assez sénescente parce que LG Absalon est plus précoce que Sacramento. Mais vous voyez sur les notations, les quantités de maladies sont quand même bien plus modérées sur la variété peu sensible. Donc voilà, le premier levier, on le rappelle et on l'illustre. Deuxième effet qu'on voulait évidemment vous rappeler, c'est le poids du T1. Donc ici, vous avez l'illustration de l'impasse du T1. Voilà, donc on poursuit, donc là vous avez le rappel du protocole, hein, un Juventus soufre suivi d'un Elatusera suivi d'un Ampera à gauche. Donc ici, ça c'est le programme 3 passages classiques. Ici, vous avez les efficacités de ce programme, 80% sur F3. Donc une notation au 9 juin à gauche, là, 86. Et la notation toute récente du 23 juin sur F2, F1. Donc vous voyez des bonnes efficacités de ce programme. À droite, vous avez l'effet de l'impasse, donc vous ne faites rien au T1 et vous voyez que sur cette notation, les notations sur F1 sont très proches. Par contre, effectivement, on voit un petit décalage visuellement, c'était moins bon sur F3, un petit peu moins bon sur F2. Mais bon, on attend le résultat final parce qu'on sait que les feuilles du bas jouent beaucoup moins sur le rendement final et l'objectif, c'est quand même de préserver les F1 et F2 qui contribuent fortement au rendement. Et donc, dans ce contexte-là, on est sur une nuisibilité liée au T1 attendue faible. Donc, je rappelle qu'on a nos synthèses pluriannuelles montrent qu'on tourne sur 2013-2019 sur 2 quintaux de nuisibilité sur le T1. Vu le contexte de cette année, on risque d'être dans cette moyenne-là, voire même un petit peu moins. Donc, à confirmer avec les résultats de cette année. Après, évidemment, ça dépend de la sensibilité variétale, ça dépend de plein de choses. Alors, les outils nous ont aidés cette année, puisque en 2020, si on regarde les déclenchements, ils ont confirmé un décalage possible. Donc, notre Sacramento a déclenché à dernière feuille étalée. Donc, on a pu attendre le 27 avril. Donc, on vérifiera ensuite les notations. Donc, c'est vrai que visuellement, c'est un peu moins bien en bas, mais à voir si ça tient sur la fin. Et puis, le LG Absalon, on a même pu attendre dernière feuille étalée plus 7 jours. Donc, on a déclenché au 6 mai. Donc, on comprend une grande période de sec, des petites pluies contaminatrices seulement fin avril, et puis finalement, beaucoup de situations dans la région, pour ceux qui utilisent les outils, ont déclenché fin avril avec ce petit passage pluvieux, donc entre dernière feuille pointante pour les plus précoces et dernière feuille étalée. Donc, soit il y a eu un abaissement des doses sur un T1 allégé, on va dire, ou soit ceux qui, pour les parcelles comme nous qui étaient en avance, on a pu passer directement sur le programme de couverture à dernière feuille étalée. Biocontrôle, 4 passages. Donc là, vous êtes sur une petite illustration pour montrer entre un RAGT Sacramento à gauche et un LG Absalon, il y a un effet. Donc voilà, il y a une certaine efficacité. On est effectivement moins bien que le programme 3 traitements. Vous voyez ici, on est plutôt 70% d'efficacité sur F2, F3 et puis 60 là sur la dernière notation sur F1.
Donc voilà, on verra après, au résultat final, mais c'est des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent, bah, évidemment peut-être encore un peu mieux sur la variété tolérante, hein, à droite, sur le LG Absalon. Mais voilà, on est déjà, on va dire, sur une pression très basse, je l'ai montré dans le témoin. Donc ça peut suffire dans ce type de situation. Donc on a fait 4 passages de soufre phosphonate alterné avec du soufre. Voilà, et puis bah, là je passe très rapidement, c'est évidemment des résultats provisoires qui ne sont pas encore validés, mais je voulais quand même vous montrer les références qu'on teste, qui sont effectivement toutes performantes et avec des innovations prometteuses. Donc là vous avez les références, hein, et là tu seras à différentes doses. Voilà, des très bonnes cotations. On va regarder plutôt les notations, donc ici c'est les notations du 10 juin, on va plutôt regarder les notations faites hier. Sur F1, F2, voilà, on est sur des bonnes cotations. Et puis, on aura peut-être une prochaine notation la semaine prochaine. Et puis, ce sera surtout le rendement final qui sera intéressant. Le Revistar, donc, il vient d'être homologué cette année à 2 doses. Donc, on voit également des bonnes performances du produit. Et puis, le Kestar, donc l'Inatrec, qui vient d'être homologué, qui a testé ici avec juste les Latus Plus. Donc, on est sur une association sans triazole, qui présente également des bonnes efficacités sur septo. Donc ça vient d'être homologué, mais pas encore disponible. Et puis des produits codés. Ici, on est sur l'adépédine associée au prothioconazole, donc une nouvelle SDHI. On avait déjà montré les résultats la campagne dernière, réunion technique, qui présente des très bonnes performances sur septo. Voilà, donc j'insiste pas, c'est vraiment du provisoire, ça reste à confirmer. Et je vous donne rendez-vous le 17 novembre pour nos réunions d'échange à Amiens, où on aura les résultats définitifs. Voilà, et puis je vais essayer de terminer rapidement pour laisser la place aux questions sur les quelques diapos de conclusion. Donc là où on en est, donc aujourd'hui 25 juin, on est quasiment en fin de remplissage. Les 3/4 des parcelles sont déjà à grains pâteux. Donc on a, si on reprend, des conditions quand même plutôt favorables sur la fin de cycle. Donc si je replace un peu mes stades, on a eu quelques petits pics de chaleur, mais finalement c'est retombé début juin et on a eu des températures vraiment douces qui ont permis aux parcelles, malgré le déficit hydrique, de prolonger, de ne pas virer trop rapidement. D'autant plus qu'on a eu quelques petites pluies, ça a été un peu plus couvert, un peu plus clément. Et donc ça, c'est des très bonnes conditions pour constituer des enveloppes importantes. Donc ça a potentiellement un bon potentiel aussi de PS a priori, un début de remplissage favorable, pas de température échaudante, en tout cas dans les sols profonds qui ont permis de faire prolonger le remplissage. Aujourd'hui, on arrive sur vraiment des chaleurs importantes, mais c'est vrai que pour nous, on va avoir un impact très modéré, hein, puisqu'on a déjà fait le gros du remplissage et on arrive à grains pâteux. Voilà, et puis ça, c'est vraiment le point aussi très favorable. Début juin, on a eu des orages importants, hein. Donc ce secteur-là, sur notre plateforme d'essai, par exemple, ça a été quand même très éparse, hein. C'est quelques millimètres, mais qui ont fait du bien. Voilà, on est entre 10 et 30. Et puis par contre, d'autres secteurs, donc en particulier le nord, où on avait vu qu'il avait fait très sec, hein, avant, a bénéficié de cumuls importants. On est sur 50-60 millimètres. Et là, dans les sols profonds, ça permet aussi de prolonger la fin de cycle de manière favorable. Voilà, donc en conclusion, sur les composantes de rendement, vous avez ici, là, pour mémoire, comment ça se passe pour une céréale, hein. On avait des nombres de tiges plutôt faiblards, hein, une montée à épis compliquée, mais finalement, chez nous, en tout cas, dans nos sols profonds, c'est vraiment la fin de cycle qui peut soit impacter très fortement ou soit proposer de bonnes surprises au niveau de la fertilité et le remplissage des grains. Donc ce qu'on peut dire, si on a un avis à donner un peu sur les composantes de rendement, donc c'est évidemment du provisoire, on n'a pas encore tous les chiffres définitifs, mais le nombre d'épis mètres carrés, je l'ai montré, donc j'ai mis les sols profonds à gauche et puis les sols superficiels à droite, des différences, donc on est plutôt sur la moyenne, voire des situations très impactées pour les sols superficiels. Et puis le reste des composantes de rendement, c'est plutôt des situations favorables autour de la fertilité des grains, je l'ai dit, donc on met plutôt une pastille verte. Alors ce qu'on croise, évidemment, la composante épi mètre carré et grains par épi, on a forcément une compensation, et donc dans les situations où on a vraiment un manque d'épi criant, on va être peut-être sur des fertilités moyennes. Donc c'est évidemment cette composante-là qui est importante, mais ça montre qu'on a eu quand même des bonnes compensations par rapport au bon climat de fin de cycle.
Voilà, et le remplissage, on considère qu'on a quand même des conditions favorables en début de remplissage avec des forts rayonnements et des températures, non échaudantes et surtout des petites pluies début juin qui ont été très positifs. Voilà, donc l'échaudage là qui arrive aujourd'hui va effectivement faire virer certainement rapidement les parcelles qui arrivent, au bout. Dans les sols superficiels, ça risque de terminer rapidement. Mais on est quand même très avancé comme je l'ai dit. Donc mis à part les parcelles qui sont encore à grains laiteux où là on aura potentiellement peut-être un impact, le reste des situations, semble quand même correct. Et puis je rappelle, ben, ça aussi c'est un facteur positif, le peu de maladies. Voilà, donc en conclusion, je l'ai dit, on va être sur des choses très hétérogènes, donc on risque d'avoir, voilà, du bon et du moins bon. La question, c'est de savoir quelle proportion dans la région et c'est évidemment, ben, à croiser avec, vos dates de semis, les conditions d'implantation certainement vont être très importantes et puis après, ben, les types de sols, hein. Le déficit hydrique, selon les terres va être, un révélateur criant cette année et évidemment les pluies au printemps. Alors on parlera variété vendredi, mais c'est un élément important, effectivement on a aujourd'hui des variétés qui ont des profils qui encaissent peut-être de mieux en mieux ces fins de cycle, assez compliquées et donc voilà, on attend maintenant le résultat de la batteuse, mais voilà ce qu'on pouvait dire, aujourd'hui sur, l'état des cultures et des blés en particulier.